Ce mardi 8 juillet 2025, Éric Lombard était convoqué par la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur la fraude Cum-Cum, une fraude ayant causé 33,4 milliards d'euros détournés sur 20 ans en France. Le résultat, un clash immédiat et une escalade totalement incontrôlée. Le ministre balance d'entrée ses 4,5 milliards d'euros de redressement, reproche sèchement à la députée Christine Arigi de ne pas l'écouter avec un mépris à peine voilé, puis l'accuse carrément de l'insulter quand elle attaque l'action gouvernementale. L'audition vire alors à la cacophonie générale avec des interruptions en cascade avant que Lombard assène une leçon de démocratie glaciale sur le fonctionnement de Bercy. Préparez-vous à une audition explosive. Nous vous interrogeons aujourd'hui, Monsieur le Ministre, sur un sujet d'une gravité exceptionnelle, celui d'une fraude fiscale massive organisée autour des arbitrages de dividendes et connue sous le nom de fraude Cum-Cum. Cette fraude n'est pas nouvelle, vous le savez. Elle a été documentée par le Parlement, par la presse, par la justice. Elle a même fait l'objet d'une enquête du parquet national financier et depuis plusieurs perquisitions visant de grandes banques françaises. Et comme l'a déjà pu l'exprimer le rapporteur général, rien n'avait été fait jusqu'à présent pour circonscrire cette fraude par la loi. Donc, le manque à gagner pour les finances publiques serait de plus de 4,5 milliards d'euros, soit l'équivalent du budget annuel du ministère de la Culture et plus de 10 fois celui de l'Office français de la biodiversité. C'est donc à juste titre que le Parlement a agi en votant à l'unanimité, à l'Assemblée comme au Sénat, un dispositif de retenue à la source visant à neutraliser ces schémas d'optimisation agressive. J'y vais vite parce que j'ai plusieurs questions à vous poser. Mais nous avons constaté depuis un double affaissement. D'abord juridique par l'instruction fiscale dont on parle depuis tout à l'heure, et je ne rentrerai pas dans les détails puisque cela a déjà été dit. Enfin politique, car ce recul a été opéré contre l'avis explicite de votre propre administration. Alors plusieurs questions. Un problème d'abord de respect des choix souverains du Parlement, puisqu'un texte a été voté à l'unanimité et a été vidé de sa portée sans retour devant les chambres, au seul bénéfice d'intérêts privés puissants. Un problème de transparence administrative, car les documents internes n'ont été transmis que sous la contrainte du contrôle sur pièce et sur place exercé par le rapporteur général du budget. Et un problème de confiance démocratique, car au moment même où vous réclamez 40 milliards d'économies pour le prochain budget, on en parlera plus tard, comme l'a dit Monsieur le Président, vous laissez filer des milliards par tolérance à une fraude de marché pourtant bien identifiée. Alors, Monsieur le Ministre, mes questions sont les suivantes. Pourquoi avoir retenu la formulation la plus favorable aux banques au détriment de la lettre et de l'esprit de la loi que nous avons unanimement votée? Comment justifiez-vous ce choix contre l'avis de vos administrations compétentes et sans fondement juridique clair, comme le soulignait pourtant la note du 20 mars? Allez-vous retirer cette instruction fiscale comme nous vous le demandons? Et enfin, comment entendez-vous rétablir un dialogue loyal avec le Parlement pour que plus jamais une telle distorsion entre la volonté du législateur et l'action de l'exécutif ne se reproduise? Et enfin, vous nous avez parlé des redressements qui ont été faits. Effectivement, il y a eu une lutte contre la fraude. Et je souhaiterais savoir combien ont été recouvrés, année par année, à partir de 2017. Monsieur le ministre. Madame la députée, je suis vraiment désolé parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Mais alors, je vais le dire. Alors, quand vous dites que rien n'a été fait pour circonscrire cette fraude, je veux d'abord vous dire qu'une fraude, par construction, c'est quelque chose qui est contraire aux lois de la République. Donc, il n'y a pas besoin de... J'apprécie l'apport du Sénat dans une loi qui précise les choses. Mais nous avons sanctionné cette fraude avant que la loi fût votée par le Sénat et par le Parlement, parce que précisément, cette fraude était illégale. Et heureusement, il n'y a pas besoin d'une loi pour expliquer qu'une fraude est illégale, et dès lors qu'elle est illégale, elle peut être poursuivie, ce qui était le cas, puisque... Mais pardon, madame. Chut, non, Christine, allez-y. Oui, mais d'accord. Madame, écoutez, alors, ce que je vous dis, c'est en 2017 que nous avons commencé les premiers contrôles. Donc, cette loi est utile, mais elle n'était pas indispensable. La preuve, nous avons... Madame la députée, si vous m'écoutez, parce qu'après, vous allez me dire que vous n'êtes pas d'accord, ce qui est possible, mais je préfère que vous écoutiez. Comme ça, vous ne serez vraiment pas d'accord. Nous avons poursuivi pour 4,5 milliards d'euros. Donc, ne dites pas que la fraude était possible. Le coût annuel, mais si un coût annuel, madame, c'est que les banques fraudent, et si vous pensez que les banques fraudent, l'article 40 est là pour ça, pardon. Mais, et par ailleurs, vous les verrez, donc vous verrez avec elle. Moi, je ne pense pas qu'elle fraude de façon professionnelle et de façon permanente.
Le respect du Parlement consiste précisément, avec l'appui du Conseil d'État, en matière fiscale, comme je l'ai dit, à préciser les choses. C'est ce que nous faisons en permanence à Bercy, et c'est normal. La transparence administrative. Mais heureusement que toutes les notes de Bercy ne sont pas toutes publiées. Parce que d'abord, vous vous ennuieriez, même si elles sont toutes passionnantes pour le ministre que je suis. Mais il est quand même logique que l'administration fonctionne avec des notes qui sont des notes internes, de même qu'il est tout à fait logique que ces notes soient que l'accès à ces notes soit possible par un petit nombre de parlementaires, que sont les présidents et rapporteurs généraux des commissions compétentes, et c'est très bien, mais tout ça ne peut pas être complètement débattu en permanence sur la place publique, sinon je pense qu'on serait dans une autre forme de république, c'est possible, mais ce n'est pas la nôtre. Nous ne laissons pas filer les milliards, madame. Il faut penser que dans la situation actuelle, on regarde tout ça comme on regarde passer les trains. Ça n'est pas exact. La formulation que j'ai décidée n'est pas favorable aux banques. Les banques n'étaient pas d'accord non plus. Et d'ailleurs, franchement, arrêtez de penser que Bercy ou ma personne soit favorable à qui que ce soit. Nous dirigeons le pays dans notre responsabilité, en équité, dans le sens de l'intérêt général, et penser que autre chose nous guide est une insulte, en tout cas que moi je ne me permettrai pas de vous adresser. Choix sans fondement juridique, encore une fois, il est assis sur un avis du Conseil d'État, même s'il est antérieur. Enfin, combien de redressements? Eh bien, précisément, c'est un détail auquel je n'ai pas accès, mais auquel sans doute le président et le rapporteur général pourraient avoir accès s'ils le demandent. Écoutez, monsieur le ministre, moi je ne vais pas reposer les questions techniques que le président de la commission et le rapporteur général ont beaucoup mieux posées que moi. Je pense que l'espèce de confusion en fait, que vous essayez d'entretenir par des éléments dont on ne comprend rien, nous présenter un schéma qu'on connaît par cœur, enfin bref, parler de tout sauf du problème, est en fait une forme d'aveu de la lutte que le Parlement en fait engage contre le lobby bancaire, et il faut bien lire une partie de Bercy visiblement, et peut-être ailleurs, sur cette fraude. Voilà, c'est pas nouveau. Ça fait depuis 7 ans que le Parlement essaie de combattre cette fraude, et par tous les moyens, chaque année on nous explique que c'est très compliqué, qu'on ne peut rien faire, faites-nous confiance, on va le faire par nous-mêmes et tout. Ce que prouve le rapporteur Husson, et ce qu'il a dit dans ses 5 heures d'audition, c'est que tous les fonctionnaires qu'il a identifiés lui ont dit que jamais vos prédécesseurs et aucun ministre ni aucun service n'a donné d'instructions pour lutter contre la fraude Cum-Cum. Il le dit noir sur blanc. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, si vous le découvrez aujourd'hui, c'est grave. Si vous le découvrez encore aujourd'hui, c'est grave. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans des déclarations de verbatim du rapporteur général. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais il y a un moment, on ne peut pas ne jamais rien répondre sur rien et renvoyer à des éléments qui n'existent pas, avec des dates imaginaires, pour se rendre compte au bout d'une demi-heure d'audition que vous parlez d'une décision du Conseil d'État qui n'est pas en cause aujourd'hui et qui n'a aucun lien avec la décision de l'Assemblée. Donc ça fait 7 ans qu'on essaie de mettre fin à cette fraude. Enfin, moi, j'étais pas là, mais moi, je reconnais le travail des autres parlementaires à l'Assemblée et au Sénat qui essaient de le faire. Donc ça veut dire qu'en fait, depuis 7 ans, le lobby bancaire fait tout pour qu'on ne le fasse pas, que vos services, en tout cas une partie de vos services et de vos prédécesseurs étaient visiblement complices pour ne pas le faire. C'est enfin voté en CMP, d'une façon extrêmement claire, comme l'ont dit le président et le rapporteur général, et vous l'avez dénaturé, et sans nous le dire. Parce que si le rapporteur Husson n'avait pas fait son contrôle sur pièce et sur place, on serait arrivé aux discussions budgétaires, et puis on aurait découvert que ce qu'on a voté de manière unanime l'année dernière n'aurait pas été adopté parce que vous avez décidé de ne pas le faire suivre. Et vous n'avez aucune autorité, monsieur le ministre, même si le Conseil d'État vous avait donné un avis, ce qui n'est pas le cas, même si la Fédération bancaire dit bien ce qu'elle veut, même si vos services font bien ce qu'elle veut, pour ne pas obéir au Parlement. Donc ce n'est pas une question technique et de savoir la date de machin, le papier du bidule. C'est une question du respect de la démocratie. Nous avons voté contre la fin de cette fraude. Vous avez fait une disposition qui ne respecte pas l'avis du Parlement. Et vous n'avez d'ailleurs pas répondu à la question du rapporteur général. Est-ce que oui ou non vous avez respecté ce qu'on a voté ici? Non. Et si vous ne répondez pas, c'est que vous savez que c'est faux. Merci. Monsieur le ministre. Moi, je vous laisse la responsabilité de votre guerre contre les banques et contre Bercy. Je pense qu'il y a des guerres plus utiles, mais chacun ses guerres. Considérer que nous n'avons pas lutté contre les Cum-Cum, alors que depuis 2017, nous avons 4,5 milliards d'euros, 4 500 millions d'euros de redressement. Je ne sais pas qui ne comprend pas, monsieur le député, mais je pense que ce chiffre et cette date sont d'une clarté limpide. Et je le redis publiquement, évidemment, il faut lutter contre cette fraude. Et j'ai évoqué tout à l'heure l'espoir que les établissements bancaires eux-mêmes
après ces redressements, ont veillé à ce que leurs collaborateurs ne s'y prêtent pas. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Mais si vous ne me comprenez pas, j'essaierai de trouver d'autres langages. Alors que Lombard et ses complices ont orchestré une fraude de 33 milliards d'euros avec le Cum-Cum, une autre entreprise française a récemment défrayé la chronique. Saviez-vous que Lactalis a versé 475 millions d'euros versés au fisc français pour clore un différend fiscal? Une somme astronomique qui cache une affaire explosive. Montage via le Luxembourg, perquisition spectaculaire au siège de Lactalis, audition sous tension au Sénat. Dans notre dernière vidéo, nous révélons tous les dessous de cette présumée fraude fiscale. Cliquez sur l'encart pour découvrir l'affaire Lactalis. Vous ne regarderez plus jamais cette marque de la même façon.